Elisabeth Graville, vous dirigez Musée Ovation, spécialisé dans le conseil stratégique des institutions culturelles. Je vais vous laisser la place et la parole. Alors, bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui à l'invitation de Nathalie et Marion. Mais je vais peut-être pas les remercier tout de suite, contrairement à la tradition, parce qu'elles m'ont confié la tâche finalement d'ouvrir ces 2 journées de réflexion sur un sujet qui, en général, quand on évoque le thème, a plutôt ce type de réaction parmi vous. C'est un véritable « je t'aime moi non plus ». Alors, mon objectif, finalement, pour les 20 minutes qui vont suivre, ça va être de vous amener plutôt à danser la valse de la transformation du numérique avec moi et ainsi qu'avec mes éminents collègues qui vont prendre la parole juste après. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, nous allons revenir sur les 3 années que nous venons de vivre, qui ont très certainement été douloureuses comme pour vous, comme pour l'ensemble du secteur muséal. 3 années, en fait, qui ont eu la particularité de mettre en exergue un certain nombre de constats, et qui sont donc pour moi, à ce titre, très importants et vraisemblablement la raison d'être de votre présence aujourd'hui. Alors, si la transformation numérique des musées était largement entamée dans les grandes structures bien avant le Covid, c'était loin d'être le cas dans des musées de plus petite taille et de moyens musées, où elle était plutôt subie, elle était plutôt développée sous forme de projets ponctuels, injonctions de tutelle. Vous savez, il faudra avoir du numérique, ça fait bien, ça attire les jeunes, mais sans véritablement de réflexion globale et sans véritablement de réflexion stratégique. Alors, vous voyez, finalement, c'est une responsabilité immense d'avoir à vous parler aujourd'hui parce que l'enjeu, c'est aussi de reprendre, en fait, on va dire, votre souffrance en tant qu'équipe, de l'acter et d'essayer de vous amener à justement la dépasser et à embrasser cette transformation d'une manière qui soit beaucoup plus sympathique. Parce que effectivement, beaucoup des équipes de musées se sont trouvées désarmées, se sont trouvées parfois épuisées, se sont trouvées même démoralisées. On voit qu'il y a une crise aussi du recrutement actuellement de compétences. Pardon, je crois que je suis en décalage avec mes dias, donc je passe sur la suivante. Voilà, comme ça vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire. Justement, cette mal-être en fait qu'il y a eu a provoqué aussi de la part de vos équipes une demande de mieux structurer cette transformation digitale et de mieux l'appréhender. Alors, je ne vais pas rester sur un constat qui est aussi négatif. Je vais justement essayer de vous prouver que les choses sont en train d'avancer. Et elles sont en train d'avancer d'abord d'une manière qui peut-être va vous paraître symbolique, qui est celle en fait de la nouvelle définition des musées, qui a été actée cet été à Prague par l'ICOM. Alors, elle n'est peut-être pas satisfaisante pour un très grand nombre d'entre nous, mais néanmoins, elle a eu pour effet d'acter ce qu'on appelle l'impact social du musée, cette manière finalement de replacer le public plus au centre, je dirais à égalité avec les collections, et de faire en sorte que nous entamions finalement un dialogue avec ces publics que nous devons servir et dont nous devons améliorer la cohésion sociale et le bien-être. Et nous avons justement appris, grâce au numérique, ces 3 dernières années, à mieux comprendre en fait comment nous pouvions atteindre ces publics. D'abord, nous nous sommes rendus compte que nous pouvions élargir la portée de voix du musée en termes géographiques, tout bêtement, bien au-delà de notre périmètre physique, mais également que nous pouvions toucher un certain nombre de publics assez divers que nous avions du mal à toucher jusqu'alors, par exemple des seniors, avec des populations qui sont de plus en plus vieillissantes, mais aussi des publics empêchés. Alors, je vais quand même modérer mon propos. Le numérique n'a pas été le grand égalisateur que nous aurions souhaité,
mais néanmoins, il y a de l'espoir et il y a eu des initiatives intéressantes. Et surtout, cette période nous a permis de comprendre que finalement, notre public était beaucoup plus phygital que nous l'étions. Et je vais prendre pour exemple le fait que quasiment maintenant, le pré-ticketing est la norme et nos publics l'ont adopté alors que nous étions peu enclins à le faire pré-Covid. Autre sujet aussi, dans cette notion de continuité du musée physique au musée numérique, dans son usage, c'est la part éducative, où l'enseignement de plus en plus vient puiser chez nous directement, et on voit de plus en plus fleurir des plateformes dites éducatives sur les sites de grands musées. La dernière en date, je vous conseille d'aller la voir, c'est Prado Éducation, par exemple. Donc, vous voyez, ces publics, il va falloir les comprendre, il va falloir mieux les servir, et mieux les servir sur des plateformes de plus en plus collaboratives, où la notion de storytelling, la notion de narrative des objets est devenue prédominante. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, une plateforme collaborative? Eh bien, c'est un site Internet qui est d'abord finalement totalement mobile, totalement responsive sur mobile, qui permet finalement l'engagement, la participation de nos publics, permet de créer des conversations qui se prolongent aussi sur de nouveaux réseaux sociaux. Alors, vous avez vu la montée de TikTok, mais il y en a qui sont sous-jacents et qui sont très importants aussi, des Twitch, des Discord avec l'arrivée du métaverse, dont il va falloir aussi comprendre les dynamiques. Ce qui pose aussi d'ailleurs une question de base, c'est est-ce que nos community managers sont capables de gérer autant de plateformes? Mais c'est aussi des plateformes qui sont à contenu narratif très fort, qui sont transmédia, qui sont parfois totalement immersives, et jusqu'à même aborder des notions qui jusqu'alors étaient relativement tabous, en tout cas un peu en France, qui est la notion de e-commerce qu'on a vraiment vu fleurir pendant ces dernières années et qui finalement prend tous les aspects d'un consommateur. Pardon, je suis de formation marketing, mais c'est la réalité, c'est comment on appréhende en fait un musée jusqu'à être un consommateur de biens culturels, et donc il faut aussi l'intégrer sur nos plateformes. Donc, finalement, ces 3 années, si j'avais résumé, eh bien, elles ont confirmé l'avènement de ce que l'on pourrait appeler l'institution phygitale. Alors, je l'ai symbolisé par cette maquette de musée qui a failli avoir lieu. C'est une maquette qui avait été conçue pour un musée italien. Mais je trouve qu'elle est très symbolique justement de la place du physique par rapport au numérique. Le 0 et 1 a littéralement explosé ces dernières années. Et il a fait apparaître en fait ce qu'on appelle le musée Atawadak. Alors vous me pardonnerez cet acronyme anglo-saxon, mais c'est ce musée en fait qui est disponible 24 heures sur 24, qui est disponible partout dans le monde, qui est disponible sur n'importe quel support, et qui propose une très très grande variété de contenus en fait pour pouvoir l'appréhender. Cela va poser un certain nombre de questions et dont il va falloir s'emparer. Et je dirais peut-être pas forcément tout de suite dans la part technologique, mais au moins dans la réflexion. C'est que vous vous en rendez compte, ne serait-ce que même par cette image, c'est que nous allons être confrontés de plus en plus à une masse et une diversité de données, tant créées par nous, la numérisation de nos collections, que créées par nos publics dans l'interaction avec le musée. Mais il va falloir en extraire les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, pour, encore une fois, aider nos publics à mieux appréhender nos collections, mais aussi pour mieux gérer, en fait, la gestion de nos propres institutions. Ce qui pose 2 questions, pour moi, extrêmement importantes et sous-jacentes. La première, c'est quid de la formation sur le domaine des algorithmes et de l'intelligence artificielle de nos équipes. C'est un gros sujet de formation qu'il va falloir prendre en compte. Et ça, que vous soyez un petit, moyen ou gros musée. Et deuxième question, qui est absolument cruciale en référence à la crise climatique précédente, c'est data numérique par opposition à notre empreinte carbone. Il semblerait qu'effectivement
l'expansion et le futur du musée passe par ce numérique, mais est-ce que c'est une expansion ad vitam aeternam et désordonnée quand on pense empreinte carbone de l'autre côté? Alors, avant de vous expliquer finalement ce qui va se passer pendant ces 2 jours, je souhaiterais juste revenir sur pourquoi j'ai appelé privilégier le mot figital plutôt que hybride. En fait, je pense que le mot figital, même si c'est un anglicisme pour nous francophones, donc physique plus digital, je trouve qu'il est plus révélateur en fait du chemin que nous avons à parcourir. C'est cette construction, cette continuité qui doit désormais être permanente, qui doit être fluide entre l'entité physique et l'entité numérique, plutôt que de créer finalement un être hybride où tout serait parfaitement imbriqué et impossible à désolidariser. Pourquoi? Parce que je pense que nous, musées, nous sommes très attachés à notre ADN du réel, à la matérialité de nos objets, et que donc il s'agira plus de fluidifier ce chemin plus que de créer une fusion totale. Ceci dit, bon, on pourra en rediscuter autour d'un café, mais je pense que pour la suite, même si vous n'êtes pas d'accord sur mon choix, vous serez d'accord sur la manière dont j'appréhende en fait la manière dont il faut aborder une stratégie numérique sereinement. Et je pense que c'est ce que vous êtes venu chercher pendant ces 2 jours. Alors, pour moi, elle commence par une stratégie qui est très directement liée à la mission et la vision du musée. Elle doit être pensée très en amont. En France, nous avons le plan scientifique et culturel des musées. Ça doit faire partie de ce plan scientifique culturel des musées dès l'amont. On doit également intégrer finalement toutes les contraintes de notre monde VUCA, là encore un acronyme anglo-saxon, qui est ce fameux monde qui est volatile, qui est complexe, qui est ambigu, qui est incertain, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Et donc, si on ne le pense pas à ce moment-là, eh bien, on va construire quelque chose qui va être bancal. Et ça veut dire qu'il va falloir penser, par exemple, nos investissements. Et aussi la balance de nos investissements entre un musée physique et le musée numérique. Et dans la partie investissement numérique, c'est penser comment on va privilégier plutôt finalement ce qui ne se voit pas, le back-office, qui n'est pas très satisfaisant ni pour notre ego ni pour nos tutelles. On a plutôt privilégié l'amont de l'iceberg que vous avez à l'écran les 10 dernières années, plutôt que ce qui est caché sous l'eau. Et pourtant, c'est ça qu'il va falloir privilégier. Pourquoi? Parce que y a désormais des notions de cybersécurité qui se posent à nous. L'Europe nous demande, par exemple, de mieux gérer les datas de nos publics. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des notions de cybersécurité autour du ticketing. Le Victoria and Albert Museum a lancé une alerte la semaine dernière. Il s'est fait pirater son ticketing par des pirates indiens. On a aussi des ransomware qui commencent à apparaître. Il y a eu des musées américains à qui on a demandé, effectivement, dont on a bloqué les sites. Donc vous voyez, il faut se protéger contre ça. Il va falloir également aborder des notions de connexion. Est-ce que nous réfléchissons au Wi-Fi 6 et à la 5G dans nos musées? Pourquoi je dis ça? C'est de la tech, mais qui est très directement reliée à ces fameuses notions d'immersion dont on nous rebat les oreilles un peu trop en ce moment. C'est peut-être pas votre préoccupation immédiate, mais ça va arriver très vite. L'immersif, qu'il soit en ligne ou qu'il soit in situ, ne peut pas se penser sans ces technologies-là pour qu'il soit fluide, immédiatement et facilement appréhendable par nos publics. Mais aussi également, si on pense encore une fois empreinte carbone, dans la gestion de nos bâtiments avec des doubles numériques. Et ça aussi, on va nous demander de le faire de plus en plus dans une intégration avec la Smart City. Donc ça aussi, vos tutelles risquent de revenir vers nous en disant comment vous y participez. Donc vous voyez, il y a énormément de problématiques qui se posent et ce ne sont pas les seules, malheureusement. À cela vient s'ajouter la manière dont on doit apprendre à être finalement, sortir de la masse, être mieux vu et en s'adressant aux bonnes personnes. C'est vrai que lorsque l'on regarde le champ Internet, des
site Internet, tout le monde en a maintenant, même le plus petit musée. Par contre, nous sommes confrontés non pas à nous-mêmes, mais nous sommes confrontés à des acteurs type Netflix ou les jeux vidéo. Nous le savons très bien pour, par exemple, sujet toujours problématique, les jeunes, comment on apparaît à leurs yeux, alors qu'on n'a pas du tout les moyens d'un Netflix en termes publicitaires ou des jeux vidéo. Donc il va falloir mieux appréhender la connaissance de nos publics à travers des méthodologies de persona qui ne doivent pas être juste faites le jour d'un atelier et après rangées dans un fond de tiroir, mais qui doivent être activées en permanence pour comprendre en fait le parcours digital de nos visiteurs. Visiteurs qui sont d'autant plus complexes à comprendre que, démographiquement parlant, ils sont extrêmement variés, donc culturellement aussi extrêmement variés, et ils sont eux-mêmes confrontés à une overdose de communication. Et puis, il va aussi falloir penser finalement le numérique non plus comme un coût, mais comme un bénéfice, c'est-à-dire de penser en fait les produits et les services que nous allons mettre à la disposition de nos publics ou d'autres personnes. D'ailleurs, il va aussi falloir élargir notre champ, je pense aux entreprises, de manière à ce qu'ils soient à défaut équilibrés et au mieux peut-être qu'ils génèrent de nouvelles ressources propres pour le musée. Je pense par exemple à certaines visites virtuelles. Accessoirement. Donc, vous voyez des enjeux qui sont forts, à la fois économiques, à la fois stratégiques pour être vus et à la fois de fond structurel. Alors, tout cela ne peut pas se penser, bien évidemment, sans prendre en compte les enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Je les ai incarnés là avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Désormais, beaucoup d'acteurs, et je pense que vous êtes déjà rentrés dans cette dynamique, s'interrogent justement sur quel type d'objectif de développement durable il va choisir pour son musée, encore une fois, par rapport à son empreinte géographique et sociétale. C'est comme ça, en général, qu'on aborde ces thématiques. Pour nous aider à penser un numérique qui soit plus pérenne, durable et qui soit en phase avec, là encore une fois, notre volonté de diminution de notre empreinte carbone. Et dernier point, tout cela ne peut se faire que grâce à vous, grâce à nous, enfin, nous ensemble au sens humain, ce qui veut donc dire qu'il va falloir aussi accepter de monter en compétence nos équipes. Elles sont en demande, fortement en demande, et c'est logique parce que énormément de choses ont évolué. Qui sait maintenant parler devant la caméra, qui sait faire un montage vidéo en 10 minutes, qui sait écrire un script d'un storytelling correct. C'est très difficile et ce sont des technologies, ça s'apprend. Mais il y a aussi un facteur émotionnel dans cet apprentissage en fait du changement et de la transformation numérique. Il est difficile de changer ses habitudes et donc ça nécessite un accompagnement qu'il ne faut pas négliger et qui est tout aussi important que des compétences, on va dire, factuelles et technologiques. Cette résistance au changement est vraiment extrêmement importante et je vous ai mis à l'écran pour moi l'un des think tanks les plus évolués justement sur cette compréhension de la manière dont on doit gérer les équipes. Ce n'est que toute petite partie de bon, alors c'est tout écrit en anglais, mais assez facile à traduire, de la manière dont vous pouvez justement appréhender ces solutions de formation et d'accompagnement de vos équipes. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et vous avez en interne, enfin en interne au sens suisse du terme, déjà d'autres institutions qui ont compris la chose. Donc n'hésitez pas aussi à aller taper à leur porte et pour discuter avec elles. Je vous avais à l'écran un recrutement extrêmement récent qui est apparu là dans les derniers mois, qui pour moi est très symbolique en fait de la place du numérique et, dans justement cette stratégie globale. C'est à la fois être présent au comité de direction,
ça rejoint ce que je disais en amont, être infusé dans tous les départements. Vous voyez qu'on est à la fois dans la com, dans le département informatique, dans le marketing. C'est également endosser fortement et clairement vis-à-vis des équipes des notions de changement. On parle de transformation, on parle d'innovation, avec des méthodologies qui sont agiles. Donc, on voit qu'on est dans l'expérimentation, on voit qu'on est dans la recherche de partenaires extérieurs qui peuvent vous aider justement à cela. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher à l'extérieur des compétences dont vous aurez besoin en interne. Et en embarquant très clairement en fait l'ensemble des voies du musée, parce que ça ne peut se faire qu'à cette condition pour réussir. Alors finalement, si j'avais à résumer mon propos, penser une transformation numérique de musée, c'est partir de l'amont, une réflexion stratégique qui s'appuie sur votre mission, sur votre vision et qui s'inscrit dans un périmètre géographique et sociétal. On voit de plus en plus qu'il faut l'inscrire dans votre communauté, qui finalement est là pour créer des avoirs numériques au sens asset anglais, c'est-à-dire penser, encore une fois, permettez-moi l'expression, mais business, voilà, en tout cas équilibre, durabilité, pour proposer finalement un certain nombre de ressources et de produits à des publics qui vont être de plus en plus larges et qu'il va falloir satisfaire dans leurs besoins pour justement avoir cet impact social et en même temps être un acteur de plus en plus d'un monde plus large en fait que notre monde culturel. Je vais vous donner deux exemples. Le musée des sciences le musée d'histoire naturelle de Londres a fait budgéter non pas ce que lui coûterait la numérisation de ses collections, mais combien ça générerait de valeur pour l'économie anglaise. Et c'est un renversement, une manière de penser qui est extrêmement intéressante. Les chiffres, je vous conseille d'aller taper sur leur site, sont extravagants, mais il y a une réalité. Et il y en a par exemple une autre réalité, c'est tout le domaine des industries culturelles et créatives, avec la mode, avec le jeu vidéo, avec le design. C'est pas pour rien que la plateforme Sketchfab, que vous pratiquez peut-être pour mettre vos numérisations 3D, a été rachetée par un grand qui s'appelle Tencent, qui possède Epic Games et Ubisoft. Epic Games, c'est Fortnite, c'est des jeux vidéo. On a besoin de créer des jeux vidéo de plus en plus rapidement. On va puiser dans des 3D d'objets de musée. Donc vous voyez comment on peut devenir un acteur économique important, et c'est en ce sens-là qu'il va falloir parler d'avoir et d'assets. Alors, et le métaverse dans tout ça, vous vous doutiez bien que j'allais parler du métaverse, mais rassurez-vous, je ne vais pas repartir sur 20 minutes. Justement, c'est pour vous rassurer, ne vous laissez pas avoir par des buzzwords. Le métaverse, vous allez y arriver très, très naturellement et très simplement quand vous aurez compris que finalement, une transformation digitale, ça n'a rien à voir avec de la technologie, enfin, rien à voir. Ce n'est pas ce qui est le moteur. Ce qui est le moteur, en fait, c'est vraiment d'être centré sur les personnes, donc nos publics, mais aussi nos équipes en interne, dans un contexte donné, et pour répondre à certains enjeux sociétaux. Et pour moi, finalement, je vous ai mis là le programme de la prochaine conférence 2023 des musées américains. Pour mémoire, ils sont quand même 35 000. C'est très intéressant de faire le comparatif avec leur ancien programme. Ils ont complètement switché. Ils sont maintenant centrés sur les publics, ils sont centrés sur la planète, ils sont centrés sur ces notions de pouvoir qui ont beaucoup soulevé la société américaine, mais ils cherchent à les transformer en possible, en fait, pour créer un avenir meilleur. Tout ceci pour rester sur une note positive, et j'espère que vous aurez compris que le changement, il est bien possible. Je vous remercie pour votre attention, et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, merci beaucoup.